Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de numérisation d'un signal analogique pour le transformer en signal numérique. Un signal analogique, c'est le son, par exemple, que j'émets. C'est la température qui évolue au cours de la journée. C'est-à-dire, c'est un ensemble de valeurs continues. Alors qu'un signal numérique, ce sont des valeurs discrètes, c'est-à-dire des valeurs discontinues. Quand on veut avoir un signal analogique et le transformer en signal numérique, on va effectuer une numérisation en utilisant un convertisseur analogique numérique. On va devoir faire des choix, c'est-à-dire on va choisir quelle est la qualité de la numérisation. On va également être influencé par la taille du fichier que ça va occuper. Par exemple, quand vous prenez une photo et que vous voulez envoyer cette photo par Internet, eh bien, on vous demande quelle est la qualité de photo que vous allez devoir choisir. Est-ce que ça va être une photo faite pour imprimer? Est-ce que c'est une photo juste pour être visible avec un écran? Est-ce que c'est une photo en noir et blanc? Est-ce que c'est une photo en couleur? De tous ces paramètres, en fait, vont dépendre la taille de l'image que l'on va envoyer. Pour un fichier sonore, c'est la même chose. Est-ce qu'on veut une restitution impeccable de ce fichier ou est-ce qu'une qualité médiocre, parce qu'on va l'écouter avec des écouteurs médiocres, suffit amplement? Donc tous ces paramètres de numérisation vont être affectés au convertisseur analogique qui va transformer le signal. Donc dans cette leçon, nous allons parler de signaux et nous allons parler de comment on transforme le signal analogique pour le transformer en signal numérique et pouvoir à ce moment-là le stocker ou l'envoyer ou le transmettre. Il s'agit donc du chapitre 19, numérisation d'un signal analogique. Donc commençons par définir les deux types de signaux dont on va parler aujourd'hui, signal analogique et signal numérique. Donc un signal analogique est un ensemble continu d'informations, par exemple son ou un capteur de température. Un signal par contre numérique est un ensemble discontinu, on appelle ça également un ensemble discret d'informations. Pour transformer un signal analogique en signal numérique, on va parler de numérisation. Donc, comme les ordinateurs ne traitent que des données binaires, binaire ça veut dire deux valeurs uniquement, des 0 et des 1, après la numérisation, on fera une conversion pour avoir des nombres binaires, c'est-à-dire un ensemble de 0 et de 1. Donc la numérisation va se faire par un convertisseur analogique numérique. Ce qu'on note en abrégé CAN. Alors nous en voyons un ici qui est schématisé. Donc on voit bien qu'on a un ensemble continu de valeurs. On a des valeurs qui évoluent de manière continue au cours du temps, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'interruption, qui vont rentrer dans le convertisseur et qui vont ressortir sous une forme de 0 et de 1. Donc on pourrait schématiser comme ça un convertisseur. Alors pour bien comprendre la définition qu'on vient de voir sur les signaux analogiques et numériques, on va regarder les différents signaux qui se trouvent ici. Et le but, eh bien, ça va être de savoir est-ce qu'on a un signal qui est analogique et à ce moment-là, on va le surligner en rouge ou alors un signal qui est numérique et alors on va le surligner en bleu. Alors, regardons le premier. Donc, le A qui se trouve là, on voit quoi? On voit une courbe continue au cours du temps, puisque là, c'est en fonction du temps à chaque fois. Donc, si on a un ensemble continu de valeurs, eh bien, forcément, ça va correspondre à un signal analogique. Donc, le A va être un signal analogique.
Par opposition, si je regarde le B qui se trouve ici, je vois que j'ai des valeurs qui changent de manière brusque au cours du temps. Donc là, j'ai ce qu'on appelle un ensemble discontinu d'informations. Donc je vais avoir un signal numérique qui va être là. Maintenant, regardons les différents intitulés. Petit c, l'évolution de la température au cours d'une journée. Donc, si je regarde au cours d'une journée, la température, elle évolue en permanence. Quel que soit l'instant où je me place, je vais avoir une valeur de la température. Donc, je vais avoir un ensemble continu de valeurs. C'est une grandeur, un signal qui va être analogique. Par contre, le D, affichage toutes les heures de la température. Ça veut dire que toutes les heures, je vais prendre un point. Ce qui se passe entre les deux points, mais je ne le sais pas, je ne le connais pas. Donc je vais avoir des valeurs, mais des valeurs discontinues de la température. Donc c'est un signal qui est numérique. Si je parle du film qui est diffusé en streaming sur Internet, ce film diffusé en streaming a été stocké sur Internet. Donc s'il a été stocké, ça veut dire qu'il a été converti et qu'il est stocké sous forme binaire. Il s'agit donc forcément d'un signal numérique. Un son émis par un haut-parleur relié à un lecteur CD. Alors, le lecteur CD, lui, va stocker des informations sous forme binaire. Ces informations sous forme binaire vont être ensuite lues par le lecteur qui va envoyer via un amplificateur le son au niveau d'un haut-parleur. Le haut-parleur, lui, comment il marche ? Eh bien, le haut-parleur, c'est une membrane qui va vibrer au cours du temps. Elle vibre en continu, cette membrane. Elle ne va pas s'arrêter. Elle ne va pas faire hop en haut, hop, je m'arrête, hop en bas. Non, elle va vibrer en continu. Donc, si elle vibre en continu, ça veut dire qu'elle va fournir un signal qui est analogique, même si le son de départ avait été, lui, était sur le CD, était donc sous forme numérique. Si je regarde le G, film enregistré par un magnétoscope sur une cassette VHS, ça vous connaissez pas, vous êtes trop jeune. On avait enregistré un film sur un support un support magnétique, qui permettait d'avoir en fait de conserver le signal analogique sans avoir de numérisation. Donc là, on va avoir un support analogique. Le H, eh bien le H, c'est exactement le même que le B. C'est-à-dire qu'on a des valeurs discontinues de l'information. On a juste relié les différents paliers entre eux. Mais on a quand même des valeurs discontinues puisqu'elles évoluent, on dirait, par bond. Donc ça veut dire que le H est un signal numérique également. Donc si je regarde le A et le B, on voit bien que le B, eh bien, c'est la même chose que le A. Vous le voyez. Pourquoi ? Eh bien, vous voyez très bien qu'on va avoir des intervalles qui sont suffisamment proches pour pouvoir retrouver la forme du signal A. Si j'avais fait des intervalles de mesure plus petits, eh bien, je me rapprocherais encore plus de A. Au contraire, si j'avais fait des intervalles plus grands entre deux mesures, eh bien, je m'éloignerais du signal A. Donc tout simplement, on va pouvoir écrire que la numérisation est meilleure, on l'écrit en rouge ici, la numérisation est meilleure quand le signal numérique se rapproche du signal analogique. À l'aide de cette animation, nous allons comprendre comment on réalise la numérisation d'un signal. Donc là, vous voyez qu'en rouge, on a notre signal analogique qui évolue de manière continue. Là, on a un graphique avec des axes où on a grandeur en fonction du temps. Quand on va faire un échantillonnage, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va relever des valeurs, les valeurs du signal continu, à intervalles de temps réguliers. Donc, je vais regarder la valeur ici. Je vais regarder la valeur ici. Je vais regarder la valeur ici. Puis ici. Puis ici.
Si je fais varier la valeur de la période d'échantillonnage, eh bien, je vais faire varier l'intervalle auquel je prends les valeurs. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai diminué la période d'échantillonnage. Ça veut dire que je vais prendre des valeurs, je vais regarder combien vaut mon signal beaucoup plus souvent. Et là, si par contre j'augmente la période d'échantillonnage, ça veut dire que je vais regarder la valeur, mais à des intervalles beaucoup plus éloignés. Donc forcément, si je veux avoir une bonne numérisation, eh bien, j'ai intérêt à avoir une grande fréquence d'échantillonnage. Mais qui dit grande fréquence d'échantillonnage dit beaucoup d'informations, donc dit une quantité de stockage important. Donc là, vous voyez que en bougeant donc ce curseur-là sur l'échantillonnage, je travaille et je modifie uniquement ce qui se passe au niveau de l'axe des abscisses, c'est-à-dire le temps. Tous les combien, je prends une valeur. Mais quand on a un graphique, les abscisses sont graduées, mais également les ordonnées. Et à ce moment-là, eh bien, on va utiliser non pas l'échantillonnage, qui va nous faire varier les graduations des abscisses, mais ce qu'on appelle la quantification. Vous voyez que là, on me dit que j'ai une quantification 3 bits. On reverra ce que ça veut dire. Si je me place sur une quantification 4 bits, eh bien vous voyez que j'ai découpé beaucoup plus finement mon axe des ordonnées. Et 5 bits encore plus finement mon axe des ordonnées. Donc forcément, plus j'ai un échantillonnage, une fréquence d'échantillonnage qui va être grande et plus une quantification qui est grande, plus j'aurai un signal numérique, vous le voyez en bleu, qui se rapproche parfaitement du signal analogique. Mais la question est de se dire, si j'ai fait tout ça, eh bien je vais avoir un grand nombre de valeurs à traiter. Est-ce que c'est important ? Est-ce que si c'est un son, par exemple, on a besoin d'avoir une numérisation qui a une aussi grande qualité? Ou est-ce que si je suis juste comme ça, eh bien ça suffit à mon oreille? Mon oreille ne percevra peut-être pas la différence entre ça et ça. Ça, justement, on va devoir le déterminer. Pour numériser un signal, il va donc falloir le découper en échantillons. C'est ce qu'on note sample en anglais. Chaque échantillon va avoir une durée égale qu'on va noter TE, qui va s'appeler également la période d'échantillonnage. La plupart du temps, on parle de fréquence d'échantillonnage. Ça va correspondre au nombre d'échantillons par seconde. La fréquence d'échantillonnage, FE, ça sera égal à 1 sur TE. Donc là, vous voyez les différents schémas qui reprennent ce qu'on a vu dans l'animation, à savoir qu'ici, on va avoir notre signal analogique et on va prendre des échantillons à intervalles de temps réguliers. On va donc obtenir un signal numérique qui va être relativement correct par rapport au signal analogique quand on a une petite période d'échantillonnage, c'est-à-dire une grande fréquence d'échantillonnage. Par contre, là, on n'a pas une numérisation qui est correcte. Le signal numérique ne suit pas correctement le signal analogique parce qu'on a une trop grande période d'échantillonnage, c'est-à-dire une trop petite fréquence d'échantillonnage. En utilisant ce que vous venez d'entendre, complétez le texte suivant en barrant un des deux adjectifs entre crochets. Mettez en pause et regardez la correction ensuite. Donc plus la fréquence d'échantillonnage est grande, plus la période d'échantillonnage est petite, le nombre d'échantillons sera donc grand et plus le signal sera proche d'un signal analogique et donc meilleure sera la numérisation. Alors expérimentalement, comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la fréquence d'échantillonnage qu'il faut choisir? Eh bien en fait, c'est le théorème de Shannon qui va nous dire ça. Le théorème de Shannon nous indique que pour numériser convenablement un signal, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins 2 fois supérieure à la fréquence du signal à numériser. Si ce n'est pas le cas, on aura une mauvaise numérisation, c'est obligatoire.
Alors, voyons un peu ce que ça veut dire dans l'exemple d'application qui se trouve juste en dessous. Donc, on vous dit qu'on a un son aigu qui a une fréquence de 10 kHz et un son grave qui a une fréquence de 100 kHz. Première question, on vous demande de calculer la période de ces deux sons. Donc là, pas de difficulté, on sait que la période T, c'est égal à 1 sur F. Donc, on va calculer que la période pour le son aigu, ça va être égal à 1 sur la fréquence du son aigu, c'est-à-dire 1 sur 10 fois 10 puissance 3, puisqu'on n'oublie pas de convertir les kilohertz en hertz, ce qui fait 1 fois 10 puissance moins 4 secondes. De la même manière pour les sons graves, T grave, ça va être égal à 1 sur F grave, et donc ça va donner 1 divisé par 100, ce qui va nous donner 1 fois 10 puissance moins 2 secondes. Petit 2. Si la fréquence d'échantillonnage choisie pour numériser ces sons est de 1 kHz, calculez la durée des échantillons. Donc, si on a une fréquence de 1 kHz, ça veut dire que la période d'échantillonnage TE, ça va être égal à 1 sur FE. Ça veut dire à quel intervalle de temps on va prendre les échantillons. Donc, ça nous donne 1 divisé par 1000, puisque 1 kHz c'est 1000 Hz, ce qui fait 10 puissance moins 3 secondes. Ça veut dire qu'on prend un échantillon tous les 1 milliseconde. Le problème, c'est que pour les sons aigus, un son aigu va avoir une période qui est égale à 0,1 milliseconde. Le son grave, lui, va avoir une période qui est égale à 10 millisecondes. Donc ça veut dire que quand je vais numériser un son grave, eh bien, je vais avoir le temps, pendant une période d'évolution de ce son grave, je vais prendre 10 échantillons. Donc ça, c'est tout à fait correct. Par contre, pour les sons aigus, eh bien c'est le contraire. Ça veut dire que je vais prendre un échantillon toutes les 10 périodes, ce qui n'est nettement pas suffisant pour suivre correctement les variations du son aigu. C'est ce que l'on va noter dans la question numéro 3. On peut donc conclure que cet échantillonnage est insuffisant pour les aigus. On retiendra donc deux choses sur la fréquence d'échantillonnage. La première, c'est qu'il faut choisir FE de manière à ce que FE soit au moins 2 fois supérieur à la fréquence maximale du signal analogique. C'est ce que nous indique le théorème de Shannon. Et la deuxième, c'est qu'une fréquence F trop faible va enlever l'information qui porte sur les hautes fréquences. C'est-à-dire sur les sons aigus. On dit qu'on va avoir un son qui devient moins riche. Alors justement, regardons donc les exemples des différents ordres de grandeur qu'on utilise en numérisation. Si je veux enregistrer un CD audio, eh bien la fréquence d'échantillonnage choisie est de 44,1 kHz. Si c'est un DVD, de 48, la téléphonie de 8, la radio numérique de 22,5. On voit donc bien que la meilleure qualité d'enregistrement et donc de numérisation va correspondre au DVD, puisque c'est celui qui a la fréquence d'échantillonnage la plus importante. Par contre, dans le cadre de la téléphonie, on n'aura pas forcément une bonne restitution du son, puisque vous le voyez bien, on va avoir une fréquence d'échantillonnage qui est beaucoup plus faible. Mais par rapport au dispositif d'écoute, en général, les 8 kHz suffisent largement. Revenons maintenant à la notion de quantification.
Donc on a dit que ça correspondait aux valeurs de l'amplitude qui se trouvent sur l'axe des ordonnées. Eh bien on peut noter que lors de la numérisation, il faut numériser les valeurs de l'amplitude du signal. La quantification, elle consiste pour chaque échantillon à lui associer une valeur et une seule, attention, une valeur de l'amplitude. Cette valeur de l'amplitude va s'exprimer en bits et c'est l'action de transformer la valeur numérique de l'amplitude à valeur binaire qu'on va appeler le codage. Alors en premier, qu'est-ce qu'un bit? Eh bien un bit, ça vient de l'anglais binary digit. Donc digit, c'est tout simplement les caractères et caractères binaires. Donc un chiffre binaire. Un chiffre binaire ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1. Donc ça veut dire que si j'utilise 2 bits pour numériser mon signal, eh bien avec 2 bits, je vais pouvoir écrire soit 0, 0, soit 0, 1, soit 1, 0, soit 1, 1, c'est-à-dire uniquement 4 valeurs, ce qu'on peut écrire sous la forme de exposant 2. Si j'ai 3 bits, eh bien ça veut dire que je vais pouvoir utiliser 3 caractères. Donc soit 0, 0, 0, soit 0, 0, 1 et ainsi de suite. Mais à chaque fois, eh bien, j'ai 3 caractères de disponibles. Avec 3 caractères de disponibles, j'ai 8 combinaisons possibles. 8 combinaisons, c'est la même chose que 2 exposant 3. Si je codais avec 4 bits, ça veut dire que je vais avoir 4 caractères disponibles à combiner ensemble. Dans ce cas-là, je vais avoir 2 exposant 4 valeurs. 2 exposant 4, ça correspond à 16 valeurs. Ça veut dire que mon axe désordonné, eh bien, si je fais un codage à 2 bits, je vais le découper en 4. À 3 bits, je vais le découper en 8. Un codage à 4 bits, eh bien, je vais le découper en 16. Si j'avais un codage à n bits, eh bien, j'aurais 2 exposant n valeurs. Donc, comment fait-on pour convertir un nombre binaire en nombre décimal et réciproquement? Eh bien, en fait, on va regarder le tableau qui se trouve juste en dessous. Là, on dispose d'un octet. Un octet parce qu'on a 8 caractères. Et on veut savoir, bien, cet octet, combien ça représente en décimal. En fait, chaque caractère va correspondre à une puissance de 2. C'est-à-dire que le premier caractère va correspondre à 2 puissance 7. Le deuxième caractère à 2 puissance 6. Le troisième à 2 puissance 5 et ainsi de suite jusqu'à 2 puissance 0. Ensuite, eh bien, on va regarder la valeur de notre caractère. Donc là, pour le premier, j'ai 1. Donc ça veut dire que j'ai 1 fois 2 puissance 7, c'est-à-dire 1 fois 128. Le deuxième caractère vaut 0. Donc je vais avoir 0 fois 2 puissance 6, c'est-à-dire 0 fois 64. Ensuite, j'ai un 1. Donc je vais avoir 1 fois 2 puissance 5, c'est-à-dire 1 fois 32. Et ainsi de suite. Et ensuite, on va additionner tout ce qui se trouve là pour obtenir le chiffre de 178. 178, c'est le nombre décimal qui correspond donc à l'octet qui se trouve ici. Je vous laisse faire le petit exemple d'écriture binaire tout seul, mettez en pause et ensuite regardez la correction. Pour trouver la valeur binaire de l'octet qui est demandé, eh bien on affecte chaque caractère à une puissance de 2 et on additionne et donc on trouve 77. Écrire en binaire la valeur maximale que peut prendre une valeur codée en 4 bits. 4 bits, ça veut dire qu'on a 4 caractères de disponibles. La valeur maximale, c'est que tous les caractères vont valoir 1. Si on convertit en nombre décimal, ça va correspondre à 15. Donc, si on veut écrire en octet le nombre 15, eh bien, on a toujours la même combinaison de 1 que précédemment. On va juste rajouter des zéros devant. Par contre, si on veut écrire 16, eh bien 16, c'est 15 plus 1. Donc, ça veut dire que maintenant, on va avoir le codage 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Et
on voit bien qu'il est impossible de coder 16 sur 4 bits, puisqu'il faut au moins 5 caractères pour écrire 16. Donc il faudra au moins 5 bits. Donc maintenant que vous avez compris la notion de bits, revenons à l'exemple des quantifications qu'on avait vu précédemment. Si j'ai une quantification de 16 bits, ça veut dire que je vais avoir une séquence de 16 caractères constituée de 16, 0 ou de 1. À ce moment-là, on va donc avoir 2 puissance 16 possibilités, ce qui correspond à 65 536 valeurs possibles. Si par contre j'ai une quantification à 8 bits, à ce moment-là, je vais avoir 2 exposants 8 possibilités, c'est-à-dire 256 valeurs possibles. Donc si on regarde les schémas qui se trouvent en dessous, là vous voyez qu'on a une faible quantification, on a uniquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilités. Donc 8 possibilités, ça veut dire que là, j'ai fait une quantification à 3 bits. Là, en augmentant la quantification, eh bien, j'ai beaucoup plus de possibilités, donc je vais avoir beaucoup plus de valeurs pour traduire l'amplitude. Donc pour compléter ensuite le paragraphe suivant, barrez un des deux adjectifs entre crochets. Je vous laisse faire, mettez en pause et regardez ensuite la correction. Lors de la quantification, plus le codage s'effectue avec un nombre important de bits, plus l'amplitude du signal sera proche de celle du signal analogique et donc meilleure sera la numérisation. Là aussi, comparons quelques ordres de grandeur. On voit bien que là où on va avoir la quantification la plus importante, c'est pour les DVD, ce qui correspond bien à une qualité importante, alors que la téléphonie qui tout à l'heure avait une faible fréquence d'échantillonnage, eh bien vous voyez qu'on lui attribue également une faible quantification. Donc on aura une numérisation très très moyenne. Alors, on regarde ensuite l'exercice, vous mettez en pause, vous essayez de le faire et ensuite vous regardez la correction. Donc petit a, calculer le nombre de paliers, c'est la même chose que les valeurs dont on dispose pour décrire l'amplitude en 24 bits, puis ensuite en 4 bits. Donc si on est en 24 bits, eh bien ça signifie qu'on va avoir 2 exposant 24 valeurs possibles, donc paliers possibles, ce qui correspond à 16 777 216 paliers possibles. Et dans le cas où j'ai uniquement 4 bits, eh bien alors là je vais avoir 2 exposant 4 valeurs, ce qui correspond à 16 possibilités. Donc bien évidemment, lequel va permettre de bien distinguer les deux sons, c'est évidemment celui en 24 bits puisqu'il offre plus de paliers, donc une meilleure numérisation. Donc on peut reprendre sur les critères de numérisation. Un échantillonnage consiste à prélever périodiquement des échantillons d'un signal analogique. La quantification consiste à donner une valeur numérique à chaque échantillon. Donc bien évidemment, plus la fréquence d'échantillonnage est grande, et plus également la quantification est grande, et meilleure sera la numérisation. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne prend pas à chaque fois les plus grandes possibles ? Eh bien tout simplement parce qu'une fois qu'on a numérisé le signal, il va falloir le stocker. Et pour le stocker, eh bien on va utiliser donc une certaine place sur un disque dur, sur une carte, une clé USB ou autre. Et cette place, elle va être comptée. On va regarder quel est le nombre d'octets qui va être nécessaire pour décrire une minute de son. Donc pour décrire une minute de son, le nombre d'octets qui va correspondre à cette minute, ça va être f, la fréquence d'échantillonnage, multiplié par
Q, la quantification divisée par 8. Alors pourquoi divisé par 8? Eh bien tout simplement parce qu'on a un ensemble de 8 bits, on a des octets. Donc la quantification divisée par 8, multiplié par 60, multiplié par petit n. Petit n, c'est le nombre de voix. Si j'enregistre en stéréo, j'enregistre 2 voix, donc j'enregistre 2 signaux. Alors qu'en mono, je vais enregistrer un seul signal. Et fois 60, eh bien tout simplement parce qu'on est sur 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes. Donc je vous invite à faire les exemples qui se situent en dessous pour appliquer cette formule. Donc dans le premier exemple, on vous demande de calculer la taille occupée en octets puis en mégaoctets d'une minute de son d'un CD audio. Pour le CD audio, on connaît la fréquence d'échantillonnage ici, on connaît la quantification 16 bits et on connaît le nombre de voix puisque c'est en stéréo, il va donc y avoir 2 voix. Il suffit donc d'appliquer la formule. On trouve alors grand N est égal à 1,06 fois 10 puissance 7 octets, ce qui correspond à 10,6 mégaoctets. Même question pour un son d'un film qui est encodé avec un format AC3. Les formats vont correspondre justement à des quantifications bien précises et des échantillonnages bien précis. Et en utilisant la même formule, on va trouver grand N est égal à 17,3 mégaoctets. Donc attention, là on parle de stockage. Dans le cas d'un réseau informatique, on va parler également de flux, de débit, puisque quand on a un réseau informatique, on va lui associer un débit binaire, c'est-à-dire un nombre d'octets qui va pouvoir circuler dans le réseau par seconde. Donc là, c'est le cas de la troisième question, où on a un réseau informatique domestique de mauvaise qualité qui a un débit binaire de 230 kilooctets par seconde. Et on vous pose la question, le son du CD pourra-t-il être transmis par ce réseau? Alors attention, être transmis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que la seconde de son va arriver directement dans mes oreilles et qu'il ne va pas y avoir de coupure, d'interruption quand je vais lire mon CD. Donc si j'ai un CD, on va avoir besoin d'un débit qui est de 16,6 mégaoctets par minute, ce que l'on convertit en kilooctets par seconde en multipliant par 1000 et en divisant par 60 et on obtient 176,7 kilooctets par seconde. Donc c'est tout à fait possible d'utiliser le réseau domestique, même de mauvaise qualité, pour transférer le son de ce CD. Par contre, dans le cas du DVD, quand on réalise le même calcul, on va obtenir 288 kilooctets par seconde. Et là, on voit que c'est supérieur au débit, donc ça veut dire qu'il ne va pas être possible de transférer le son de ce DVD. Finissons donc par cet exercice bilan, mettez en pause, faites-le et regardez ensuite la correction. Donc on a une chanson de 3 minutes au format MP3 qui a été numérisée en 16 kHz et en 8 bits mono. Donc pour calculer le poids en octets avant la transformation, on va utiliser la formule vue précédemment. FE, donc la fréquence d'échantillonnage étant de 16 kHz, ça va être 16 fois 10 puissance 3. La quantification, c'est 8 fois divisé par 8 fois 60 fois 1 puisqu'on est en mono et le tout fois 3 puisqu'on a une chanson de 3 minutes. Après la transformation, donc on va appliquer la même formule, mais cette fois-ci, donc avec la nouvelle fréquence d'échantillonnage, la nouvelle quantification et le fait que ce soit en stéréo. Et on trouve 51,9 mégaoctets. Donc décrire la sensation auditive que l'on éprouve en écoutant le fichier téléchargé avant la transformation, eh bien on a vu qu'avant la transformation en 16 kHz, on avait une fréquence d'échantillonnage qui était faible. Donc si on a une fréquence d'échantillonnage faible, on va avoir un son moins riche, on va avoir une perte dans les aigus. Par contre, la quantification étant de 8 bits, on va également avoir plus de bruit, on va avoir un son qui va être moins clair puisqu'il y aura moins de valeurs possibles.
On peut donc se poser la question, est-ce qu'on a amélioré la qualité de la chanson avec la transformation? Eh bien non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver des informations qui n'y étaient pas au départ. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas améliorer la qualité d'un fichier qui est téléchargé. Une fois qu'il a été mal numérisé, eh bien on ne peut pas revenir dessus. Vous savez maintenant ce que numériser veut dire. Dans la prochaine partie, nous parlerons de la numérisation plus particulière des images.